Bien, on va démarrer pour ne pas être trop en retard. Bonjour à tous. Florent Zucca, je suis responsable du programme de conférence du Salon SIDO. Je suis ravi de vous accueillir tous à cette plénière sur l'intelligence artificielle. Ravi aussi d'accueillir les intervenants et la modératrice Caroline Chopineau, directrice générale du Hub Francia, qui va animer cette table ronde. En introduction de cette plénière, on va avoir une keynote de 15 minutes de Philippe Aguillon, qu'on est vraiment ravi d'accueillir sur le Salon SIDO aujourd'hui. Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France et qui était aussi évidemment coprésident du comité de l'intelligence artificielle qui a rendu son rapport en début d'année au président de la République, Emmanuel Macron. Donc Philippe va nous faire une petite introduction de 15 minutes et rejoindra ensuite le panel et Caroline pourra attaquer sa table ronde. Philippe, c'est à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, donc j'ai eu effectivement l'honneur de coprésider avec Anne Bouvreau la commission sur l'intelligence artificielle. On a remis un rapport au président de la République en mars. Et voilà, donc en ayant un plan ambitieux d'investissement et de libéralisation pour faciliter la recherche et la diffusion de l'intelligence artificielle en France. Voilà. Et Anne Bouvreau, d'ailleurs, va organiser le sommet IA qui a lieu je crois, 10 et 11 février à Paris. Voilà. Donc, en fait, ce rapport, il y a eu à peu près, je crois, 600 interviews. On a eu 25 réunions avec un groupe très prestigieux, Yann Lequin, Joël Barral, Arthur Munch venait de temps en temps. Enfin, on a eu des gens tout à fait à la pointe du domaine. Et on est arrivé avec un nombre de propositions. Et c'est vrai que le rapport a été très bien reçu parce que, je veux dire, dans tout le spectre politique, en tout cas, bien accueilli le rapport. Voilà. C'est un rapport qui, à la fois, propose de faciliter l'accès aux données, d'avoir une série de mesures pour faciliter la concurrence, l'accès aux données, l'ouverture, openness, etc. Il y a tout un volet openness, mais il y a un volet aussi politique industrielle, investir. On propose d'investir 5 milliards d'investissements publics de 5 milliards 5 fois, donc pendant 5 ans, 5 milliards par an. Pour diffuser et pour la recherche en intelligence artificielle et pour développer de la puissance de calcul en intelligence. Donc ça, c'est un plan ambitieux et j'espère que malgré les restrictions budgétaires, nous n'allons pas, ça ne va pas remettre en cause la mise en œuvre de ce plan. Voilà. Bon, je ne vais pas trop longtemps sur ça. Je veux vraiment vous parler aujourd'hui de l'impact économique de l'IA, qui est un peu la première partie du rapport. D'accord ? Donc, l'histoire de l'IA était effectivement plus de 70 ans. Dès 1950, le mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing s'était intéressé à la capacité d'une machine à imiter une conversation. C'est quelques années plus tard, en 1956, qu'apparaît pour la première fois le terme d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'est d'abord développée sous la forme de règles déductives du type « si ceci, alors cela ». Cette approche dite symbolique, fondée sur le raisonnement et les instructions, était largement majoritaire jusque dans les années 90. Mais en fait, sans que cette approche symbolique disparaisse, il y a une autre approche qui en fait devient dominante, c'est l'approche statistique. À partir des années 90, c'est le machine learning. Contrairement à l'approche symbolique, l'humain ne détermine pas un ensemble de règles si alors, il veille à ce que l'ordinateur apprenne à identifier des relations statistiques entre les données. Donc il n'y a pas d'instruction explicite d'un humain, la machine est entraînée à reconnaître des liens à partir d'un ensemble de données dites d'entraînement. La machine applique ensuite ces liens à des données nouvelles pour effectuer une tâche. Voyez ? Donc en fait, le succès de cette approche statistique repose sur deux ingrédients de base, les données et la puissance de calcul. Il vous faut des données et il vous faut de la puissance de calcul. Voilà. Donc ça, c'est vraiment voilà, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Donc l'IA s'est développée. Évidemment, avec l'IA générative, ça a été une fantastique accélération. Je crois qu'il a fallu quelques heures pour que ChatGPT atteigne 1 million d'adhérents. Alors que voilà, donc ça donne l'idée de l'accélération du mouvement avec l'IA générative. Et ce que je voudrais simplement parler, c'est un peu l'impact économique sur l'emploi et la croissance de l'intelligence artificielle.
Il y a une vision pessimiste que défendent certains de mes collègues économistes, de dire, voilà, l'intelligence artificielle ne va pas générer beaucoup de croissance et ça va surtout détruire des emplois. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en fait, l'IA a le potentiel de générer de la croissance, le potentiel, hein, et elle a aussi le potentiel de créer des emplois, mais seulement si et seulement si nous adaptons nos politiques et nos institutions pour que ça soit le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une vision optimisme de combat, c'est-à-dire de dire optimisme modéré, c'est-à-dire de dire potentiellement l'IA peut vous donner beaucoup de choses, mais il faut que vous ayez les bonnes politiques et les bonnes institutions à côté. Si vous ne les avez pas, eh bien l'IA vous amène dans le mur. Voilà, ça c'est une vision. La vision pessimiste, c'est de dire en elle-même l'IA est mauvaise. Vous voyez, en elle-même l'IA n'a rien de mauvais. Elle est mauvaise s'il n'y a pas les bonnes institutions avec. Voilà, ça c'est vraiment une des idées forces de notre rapport. D'accord? Donc je veux vraiment parler de ça. Et je vais d'abord parler des effets sur la productivité et la croissance. Alors, il y a eu... pourquoi l'IA peut-elle augmenter, devrait-elle augmenter notre potentiel de croissance? Parce que, d'abord, elle automatise en partie une partie des tâches dans la production de biens et services. Ça veut dire quoi automatiser? C'est que vous remplacez du capital humain par des machines que vous pouvez produire à l'infini. Ça coûte cher de produire des gens éduqués, c'est en offre limitée, on peut pas tandis que des machines, vous pouvez répliquer à l'infini. Donc quand vous remplacez en partie pour certaines tâches des humains par des machines, vous augmentez la productivité du travail. Donc ça, c'est déjà une première source de croissance. Mais également, l'IA, et ça, c'est une différence entre l'IA et les révolutions technologiques qui l'ont précédée, c'est que l'IA permet également d'automatiser des tâches dans la production des idées, pas juste des biens et services. L'IA vous permet d'innover de manière plus efficace. Pourquoi ? Parce que l'IA aide à trouver des solutions à des problèmes complexes, elle facilite l'imitation et l'apprentissage, et elle peut devenir auto-améliorante. Alors, il y a eu, par exemple, une étude très intéressante de mon collègue Eric Brynjolfsson, qui avait dirigé le même genre de rapport IA pour les États-Unis. Et ils ont regardé une entreprise américaine qui est dans le top 500, c'est une des 500 entreprises les plus performantes aux États-Unis. Et cette entreprise donne des conseils à des PME américaines sur comment adopter du software. Vous voyez, donc des gens veulent adopter de nouveaux softwares, et bien ils téléphonent, et c'est un service, et cette entreprise leur donne des conseils. Les employés sont beaucoup aux Philippines, je ne sais pas pourquoi, mais dans différents pays, mais notamment aux Philippines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné accès à ces employés des Philippines à l'intelligence, à l'IA générative. Et donc on regarde, on compare, on dit voilà, eh bien on va regarder le nombre de résolutions par unité de temps aux questions qu'on leur pose avant et après que vous ayez accès à l'IA générative. Et donc on compare un employé qui a accès à l'IA générative à un employé qui a des caractéristiques identiques en termes d'éducation, d'âge, d'expérience, mais qui n'a pas encore eu accès à l'IA générative. Et ce qu'on voit, c'est que dès le premier mois, la productivité augmente de 14%, et au bout déjà de 2 mois, c'est 25%. Donc il y a un effet très clairement positif dans cette entreprise américaine qui conseille les PME de l'adoption de l'IA générative. Les gens deviennent beaucoup plus productifs. Et il n'y a pas de baisse de qualité. Donc voilà, mais ça c'est une entreprise. Vous pouvez vous dire, bon, mais c'est très sympa. Est-ce que c'est généralisable? Alors, à ce moment-là, on essaie d'aller de la micro à la macro. Une manière, c'est de dire, regardons ce qu'ont donné les révolutions technologiques antérieures. Il y a eu la révolution de l'électricité en 1920. Il y a eu la révolution des TIC, des technologies de l'information, à la dernière décennie, au début des années 2000, fin 90, je veux dire. Donc, on peut dire, voilà, c'est une des manières, extrapolons. L'autre, c'est de dire, on va regarder, je vous ai dit tout à l'heure, que l'IA permet d'automatiser des tâches dans la production des biens et services. Décomposons, regardons ces tâches de manière plus précise. Alors, si on extrapole, on peut dire, voilà, le gain de croissance est entre 0,8% et 1,3%. C'est-à-dire, voilà, dans ces eaux-là, par an, pendant 10 ans. Donc, si l'IA devait être comme les révolutions technologiques antérieures, pendant 10 ans, elle devrait vous augmenter le taux de croissance entre 0,8 et 1,3. Maintenant, vous pouvez vous dire, mais pourquoi elle devrait être comme les autres? Donc, on peut regarder sur les tâches.
Et alors, vous voyez, donc si c'est, vous voyez, ça ferait ça. Donc, si j'augmente mon taux de croissance, vous voyez, sans IA, j'ai la ligne en bleu pointillé, et l'IA vous augmente le taux de croissance, et après, vous avez le PIB, du coup, est durablement plus élevé. Et c'est beaucoup d'ailleurs le PIB. Je l'augmente beaucoup parce que c'est un PIB, c'est un gain de PIB entre 250 et 400 milliards d'euros d'ici 2034. Maintenant, il y a une manière un peu plus peut-être satisfaisante, c'est de regarder les tâches. Vous regardez, eh bien, la part des tâches qui sont exposées à l'IA. Ensuite, dans ces tâches, vous regardez celles pour lesquelles c'est profitable de mettre l'IA, d'appliquer l'IA, parce qu'il y en a peut-être qui sont exposés, mais c'est peut-être pas vraiment profitable. Et puis ensuite, vous regardez, eh bien, quel est le gain, disons le cost saving qui est permis par l'IA, et ensuite, quelle est la part du travail ajustée pour l'exposition à l'IA. Donc vous regardez ces 4 termes, et en fait, mon collègue du MIT lui dit 0,07, nous on dit 0,7. Voilà. Et on a tout un papier où on montre que c'est ça. Et en fait, je crois que maintenant les gens, il y a un consensus dans la profession que c'est nous qui avons raison, que c'est vraiment le 0,7 et pas le 0,07. Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche par les tâches vous donne quelque chose de très semblable à l'extrapolation. Vous voyez, vous prenez 2 méthodes totalement différentes et vous vous dites au minimum, l'IA devrait nous permettre d'augmenter le taux de croissance de 0,7, 0,8 au moins pendant 10 ans. Ça, c'est juste si je prends en compte le fait que l'IA automatise la production des biens et services. Mais rappelez-vous que je vous ai dit également que l'IA augmente la productivité dans la production des idées. C'est-à-dire améliore votre technologie d'innovation. Et ça, c'est un truc qui est durable. Vous voyez, si je n'avais que les biens et services, j'aurais la courbe en rouge au lieu du pointillé. Mais en fait, comme j'améliore la productivité dans la production des idées, ça veut dire que durablement, j'innove plus vite. Les idées sont plus faciles à avoir, donc je peux mieux innover. Et ça me donne la ligne en bleu clair, c'est-à-dire que j'ai plus de croissance, même dans les 10 ans, et je continue à avoir plus de croissance après. Donc, vous voyez, donc, technologiquement, l'IA a un énorme potentiel de croissance. Mais il y a une barrière. Et la barrière, c'est la concurrence. Vous voyez, regardez, ça, c'est la productivité annuelle moyenne aux États-Unis. C'est la croissance de la PGF, la croissance de la productivité globale des facteurs. Vous voyez qu'elle a beaucoup augmenté entre 1996 et 2005. C'est la révolution des TIC aux États-Unis. Du coup, il y a les TIC et, voilà, et la croissance augmente. Mais cette croissance se réduit beaucoup depuis les années 2000, et c'est surtout vrai dans les secteurs qui produisent des technologies de l'information, c'est la courbe en noir, et les secteurs qui l'utilisent, c'est la courbe en gris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'émergence des GAFAM. Les GAFAM, au début, c'est-à-dire Amazon, Google, Microsoft, Walmart, etc. Au début, ils ont porté la croissance. Ils étaient plus productifs que les autres, ils ont su tirer parti de la révolution d'éthique, ils ont fait augmenter la croissance. Mais ils ont fait plein de fusions-acquisitions, ils sont devenus tentaculaires, et ils ont fini par inhiber l'entrée et l'innovation de nouvelles entreprises. Et vous voyez que les taux d'entrée de nouvelles entreprises aux États-Unis baissent pour les entreprises de toutes les tailles depuis les années 2000. Et c'est ça qui a fait baisser la croissance. Pourquoi ça a pu se passer? Parce que la politique de concurrence aux États-Unis ne faisait rien pour limiter la capacité qu'avaient ces entreprises à faire des fusions-acquisitions. Elles auraient dû normalement réguler les fusions-acquisitions et dire, mais si ces fusions-acquisitions inhibent l'entrée de nouveaux innovants, eh bien, on devrait dire, ben non, vous ne pouvez pas le faire, quoi. Ou si on se rend compte que ça a été le cas, on vous demande de revenir à avant, c'est-à-dire de vous défaire des entreprises que vous avez acquises. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, on voit avec la révolution d'éthique que, en fait, eh bien, quand vous n'avez pas une politique de concurrence appropriée, eh bien, quelque chose qui est formidable, qui était l'éthique, eh bien, ça vous donne, au lieu d'être un levier de croissance, ça devient un obstacle à la croissance. Vous voyez? Et le problème de l'IA, c'est que l'IA, dans les segments amont de l'IA, notamment le cloud, eh bien, les GAFAM sont déjà dominants. Et donc, tout le problème, c'est qu'il faut une politique de concurrence. C'est pour ça que dans le rapport, on est pour open source. C'est pour ça que dans le rapport, on est pour étendre le DMA, le Digital Market Act, à tous les maillons de la chaîne de valeur de l'IA. C'est pour ça qu'on est pour aller vers une politique de concurrence en Europe qui est beaucoup plus dynamique. Elle ne regarde pas juste les parts de marché, mais également est-ce qu'une fusion-acquisition empêche l'entrée future d'innovants. Et donc, on a tout un volet concurrence dans le rapport, parce que sans la concurrence, si on n'adapte pas nos politiques de concurrence, l'IA, qui est un levier de croissance, finit par devenir un obstacle à la croissance. Donc déjà, ça illustre cette idée que l'IA en elle-même, elle est très bien, mais il vous faut les bonnes politiques à côté. D'accord ? Maintenant, je passe vite à l'emploi.
et je ne veux pas rester trop longtemps parce que je ne veux pas monopoliser la parole, l'effet sur l'emploi. Alors évidemment, vous pouvez vous dire, eh bien, l'IA, ça va être catastrophique pour l'emploi, puisque les machines vont nous remplacer, et il y a ce qu'on appelle le risque existentiel, on deviendra tous redondants. Mais en fait, vous voyez, nous, on a regardé, pour le rapport, on a fait une enquête aléatoire, grâce à l'INSEE, qui nous a beaucoup aidés, couvrant 9000 entreprises représentatives, et c'est des entreprises de plus de 50 employés. Et on compare des entreprises qui adoptent l'IA à des entreprises similaires qui ne l'adoptent pas. Et on regarde les effets de court terme. Évidemment, c'est sur des courtes périodes. Hein. Et on voit que, en moyenne, les entreprises qui adoptent l'IA comparées à celles qui ne l'adoptent pas, hein, ces groupes de contrôle, groupes de traitement, groupes de contrôle, elles créent de l'emploi. Alors vous pouvez vous dire, mais comment se fait-il que ça crée de l'emploi puisque la machine remplace l'homme? C'est parce que c'est la raison suivante. Quand vous adoptez l'IA, vous devenez plus productif et donc plus compétitif. Et donc vous avez un meilleur rapport qualité-prix. Et donc mondialement, au niveau mondial, le marché pour votre produit augmente. Donc la demande pour votre produit augmente et donc vous embauchez davantage. Et cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution. Donc c'est remarquable. Ça veut dire que l'IA, globalement, elle crée de l'emploi, contrairement à ce qu'on peut penser. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et alors, elle ne le crée pas uniformément. Il y a des emplois, par exemple, les emplois administratifs, certains services administratifs, etc. Eux, eh bien, l'effet peut venir ou négligeable ou même négatif. Donc, ce n'est pas uniforme. Globalement, ça crée de l'emploi, mais ce n'est pas uniforme. Alors, ces emplois, si on veut regarder un peu mieux, mais je ne vais pas être trop long, on peut décomposer un emploi, c'est un ensemble de tâches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, ce que fait l'IA, c'est qu'un certain nombre de tâches sont remplacées par l'IA, mais ça vous permet de vous concentrer sur des tâches plus créatives. Alors, je regarde, il y a eu une étude du Bureau international du travail qui est très intéressante, et pour regarder jusqu'où l'IA, quelles tâches elle substitue ou pas. Et en fait, ce qu'il regarde, c'est de dire, voilà, je regarde différentes tâches, je décompose des emplois en tâches, et je mets un petit score à celles qui ont un faible risque de remplacement, un score moyen à ce qui est risque moyen, et un score élevé à risque élevé. Et alors, on obtient ce diagramme. Vous voyez en haut, vous avez les jobs managériaux, c'est-à-dire les postes de direction, les postes de cadre. Et c'est décomposé en tâches. Donc, chaque emploi, vous pouvez regarder, par exemple, un manager dans Child Care Service, Education Manager, Human Resource Manager, tu vois. Chacune des lignes, c'est un emploi différent. D'accord ? Mais il y a un certain nombre de tâches, et vous voyez que toutes les tâches en bleu foncé, c'est celles pour lesquelles il y a un faible risque de remplacement par l'IA. Et celles qui sont en orange jaune, c'est celles qui ont une sorte de chance de remplacement par l'IA. Quand vous voyez les jobs managériaux qui sont dans la partie supérieure de ce diagramme, vous voyez qu'en fait, l'essentiel des tâches n'est pas remplacé, mais il y en a quelques-unes qui le sont. C'est idéal. En fait, l'idéal, c'est ce que vous avez tout en haut. Quelques tâches sont remplacées, c'est les tâches rébarbatives, et ça vous libère du temps pour les tâches créatives. Mais en gros, aucun des emplois en haut n'est menacé. Au contraire, ils sont valorisés par l'IA. Quand vous allez en bas, employés de bureau, etc., ou d'autres, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de jaune et d'orange. Par exemple, là, vous voyez, Scribe, Related Workers, etc. Eh bien là, vous voyez que la plupart des tâches sont remplacées. Ça, c'est des jobs qui sont vraiment menacés. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça vous donne une idée des jobs qui sont menacés et qui ne le sont pas. Donc, vous voyez, globalement. Donc, ça, c'est déjà très intéressant, cette décomposition en tâches. Mais ce qui est intéressant, et je vais m'arrêter bientôt, c'est qu'on a pu, et ça, c'est grâce à mon ami Antonin Bergeau, avec qui je travaille beaucoup, et il a regardé différents types de métiers. Alors, plus je vais en haut, plus c'est le degré d'exposition du métier à l'intelligence artificielle est élevé. Plus je vais à droite, moins il y a de tâches qui sont remplacées. Donc, en gros, le pire, c'est en haut à gauche. En haut à gauche, c'est des tâches qui, sont exposées à l'IA, et deux, dont une grande partie des jobs qui ont beaucoup de tâches qui sont remplacées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en haut à gauche, c'est des jobs qui sont exposés à l'IA globalement, mais dont la plupart des tâches deviennent redondantes à cause de l'IA. Donc si tu veux, comptable, télévendeur, secrétaire, etc., c'est des jobs qui sont mis à risque, tu vois. Et donc c'est intéressant cette cartographie des différents types d'emplois, d'accord? Et on peut en fait regarder ce diagramme, et ce diagramme se lit de droite à gauche. Comme le latin, comme si je fais une version latine, mais si je voulais dire l'hébreu, vous voyez? Donc, je pars donc de comptable, de télévendeurs. Eux, c'est un risque d'automatisation élevé. Et puis, je descends, je vais vers la gauche,
et j'arrive vers cadre de banque. À partir quand je suis à cadre de banque, déjà, il n'y a plus de risque de perte d'emploi. Vous voyez, c'est déjà suffisamment de tâches pour que le job soit pas à risque lui-même. Donc, vous voyez, ce qui est à risque, c'est vraiment ce qui est entre le 0,8 et le 1. Vous voyez, ça, c'est la part des jobs qui sont vraiment à risque. Ça vous donne une idée de la fraction des emplois qui sont à risque. Je sais, je vais m'arrêter. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Alors, j'en arrive à la conclusion, parce que je sens que je suis un peu long. Conclusion. Eh bien, j'en ai fini là, 2 minutes. Conclusion, il faut dédiaboliser l'IA. L'IA, ça n'a rien de diabolique. Mais il ne faut pas l'idéaliser non plus. Pour tirer, l'IA a un énorme potentiel de croissance et elle a un potentiel de création d'emplois globalement. Pour tirer meilleure partie de cette révolution, il faut une politique de concurrence adaptée. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. En l'absence de politique de concurrence adaptée, le potentiel de croissance n'est pas généré, n'est pas délivré. Et il vous faut alors... Pour le marché du travail, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord un bon système éducatif, qui est le socle de tout bon marché du travail. Donc on doit nous améliorer, on a des tests PISA en France qui déclinent, on doit vraiment réformer notre système éducatif. Et ensuite, par-dessus ça, il vous faut vraiment une flexi-sécurité à la danoise, c'est-à-dire vous perdez votre job, vous avez une assurance chômage généreuse, mais on vous reforme et on vous aide à trouver un nouvel emploi et on vous aide à rebondir sur un nouvel emploi. Évidemment, s'il y a un socle éducatif qui est bon, c'est beaucoup plus facile d'avoir un très bon système de flexi-sécurité. Donc c'est pour ça que je dis il faut un système éducatif aux normes et une formation professionnelle à la hauteur avec une flexi-sécurité mise à niveau. Si vous avez ces institutions-là, alors vraiment, vous tirez le meilleur parti de la révolution de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en évidence dans mon temps est épuisé. Donc, institution, oui. Et voilà. Et l'autre, il vous faut de la concurrence et de la politique industrielle, de l'investissement, parce que l'éducation et tout ça, c'est de l'investissement. Hein. Donc, voilà. Et donc, il faut dégager les marges budgétaires pour pouvoir le faire. Peut-être que ça viendra dans le débat, comment on résout le problème budgétaire en ce moment en France. Moi, j'ai des idées là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Merci Philippe pour cette présentation. J'espère que tout le monde est convaincu des retombées positives de l'intelligence artificielle. J'espère cependant que dans la salle, il n'y a pas trop de comptables et de secrétaires, parce que là, ils sont en train de flipper. Philippe, si on revient rapidement sur ce que vous avez présenté, une toute petite question. Donc la thématique de la table ronde, c'est génératrice d'opportunités, l'IA pour les PME industrielles. On a vu, en passant par les tâches, l'intérêt de mettre de l'IA, le gain de productivité, le retour sur investissement pour l'entreprise. Mais on voit aussi qu'il y a certains métiers qui sont potentiellement touchés. Vous avez parlé de formation. Que conseillerez-vous aux PME? Quelles recommandations, peut-être il y a dans le rapport pour ces PME plus précisément, pour s'approprier ce sujet de l'IA en limitant les craintes des collaborateurs? Oui, alors d'abord, le rapport met des moyens à la disposition des entreprises qui veulent, qui adoptent l'IA, quoi. Donc l'idée, c'est qu'il y a tout dans les 25 milliards, il y a toute une partie pour aider la diffusion de l'IA dans le tissu économique français. Donc c'est déjà s'approprier l'IA, accéder, etc. Donc on doit aider les entreprises déjà de cette façon-là, quoi. Par ailleurs, je pense que l'IA peut stimuler le dialogue social. Je pense que ça peut permettre une meilleure information des employés. Je pense que là, c'est aussi un des domaines. Il y avait une représentante de la CFDT dans la commission, il y a toute une partie là-dessus qui est très importante. Je pense qu'au sein des PME, ça peut aider beaucoup aussi à cet aspect-là. Mais je pense aussi que d'avoir plus de puissance de calcul en France, ça va faire que les entreprises ont accès à des puissances de calcul locales beaucoup plus facilement. Et puis les données, c'est très important. Par exemple, les données de santé. Nous, on dit, par exemple, tu es chercheur dans le domaine de la santé, eh bien, tu dois demander des autorisations préalables de la CNIL. La CNIL elle-même nous a dit, mais nous, on en a marre, on a trop de dossiers, on n'y arrive pas. Faites plutôt du a posteriori, c'est-à-dire qu'a priori, les chercheurs dans le domaine de la santé ont accès aux données, parce qu'on a des données formidables en domaine de santé, et puis on surveille ex post dans l'esprit de la RGPD si les choses sont bien ou pas. Donc si tu veux, les entreprises, elles veulent à la fois de l'aide matérielle, elles veulent aussi des réglementations, mais pas trop de réglementations, parce que trop de réglementations, ça favorise les gros au détriment des PME, et elles veulent de l'accès aux données simplifiées et de l'accès à la puissance de calcul. Et c'est tout ça que le rapport cherche à fournir, évidemment. Merci Philippe. Donc je suis entourée aussi de Arnaud, Mathieu et Gaëtan, et je vais donner la parole à Arnaud.
Arnaud, rapidement, depuis 2017, alors je vais vous voyer tout le monde, hein, je vais faire un peu genre, vous avez pris la direction du think tank Digital New Deal en tant que délégué général et vous avez fondé en 2021 une nouvelle activité DoTank qui offre un lieu de partage et d'intelligence collective avec cette ambition d'accompagner les entreprises à se structurer autour des enjeux digitaux. Vous êtes un fervent défenseur de la souveraineté numérique et expert des enjeux digitaux et vous conseillez à ce titre les décideurs publics et privés sur les enjeux du numérique de confiance, que ce soit pour le cloud, la data et l'IA. Arnaud, vous êtes donc très engagé sur les sujets de souveraineté, comme on l'a vu, et le partage de données, c'est votre grand dada. Et en Europe, on essaie de faire émerger des champions de l'IA et de l'IA générative en ce moment en France et en Allemagne. On a de gros débats là-dessus. Mais il est clair qu'aujourd'hui, et Philippe l'a dit, les GAFAM, les Américains ont quand même une grande partie du marché. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les PME qui s'intéressent à l'IA, elles vont vers l'IA générative et vont utiliser des chats GPT, des copilotes. Et finalement, la pénétration de l'IA générative passe aussi par les GAFAM. Comment on peut faire pour sensibiliser ces entreprises aux données, aux outils et comment les aider à s'orienter vers des solutions plus européennes et souveraines ? Merci pour cette question et pour faire le point avec l'excellente introduction de Philippe. C'est vrai qu'il y a un enjeu qu'il faut comprendre, je pense que tout le monde l'a en tête, c'est qu'il faut, avant de prendre des décisions concrètes pour les entreprises, il faut bien comprendre le contexte et pour ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Parce qu'on a un moment un peu équivalent, il y a à peu près 25 ans, quand est arrivé le Web 2, donc, qui a donné naissance à ces fameux GAFAM, à ces grands Big Tech, Google, Apple, Facebook, etc. Aujourd'hui, on est dans un moment où nous, au think tank, on a une formule pour expliquer ça. On dit Gen AI égale Web 2 au carré. C'est-à-dire que l'IA générative, c'est le Web 2 en pire. C'est-à-dire que la notion d'enfermement est au carré. Quand je dis d'enfermement, vous savez le principe d'enfermement des GAFAM. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, vous êtes enfermé dans un écosystème. Ça, on le voit tous, si vous avez un iPhone ou si vous êtes chez Google, etc. Mais c'est idem pour les entreprises. Ils ont réussi à reproduire ce système d'enfermement de lock-in pour les entreprises. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que les entreprises sont prises en étau entre d'un côté ce qu'on pourrait appeler les big clouds et de l'autre côté les big AI. Alors les big clouds, c'est donc les hyperscalers AWS, Google Cloud, Azure, etc. Donc Microsoft, toujours les mêmes acteurs. Hein. Et les big AI qui sont en train d'émerger. Donc OpenAI qui, comme vous le savez, appartient à Microsoft au final, Gemini, donc Google. Donc les entreprises n'ont malheureusement d'autre choix que d'être contraintes d'être enfermées dans ces systèmes-là. Donc il faut faire très attention. Dans le triptyque, quand on parle de numérique, il y a toujours un triptyque. On ne se trompe jamais quand on dit ça. C'est cloud, data, IA. Donc cloud, IA, on voit qu'on est pris un peu en sandwich. Donc là où on peut jouer, c'est sur la data. Et là, on a un avantage compétitif par rapport à ces big tech, c'est qu'on a les données d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir tous les moyens du monde, ils ont beau avoir des avances technologiques, financières, etc. Ils n'ont pas les données de vos services, de vos SI, de vos systèmes d'information. Et c'est la dernière donnée qui a de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, les IA génératives ont scrappé toutes les données du web et ils sont déjà arrivés au bout. Hein. C'est-à-dire que là, ils essayent de chercher des nouvelles données pour nourrir leur LLM. Donc, scraper, vous savez ce que ça veut dire, vu le public, mais c'est-à-dire qu'ils ont volé ces données, concrètement. Et les données qui ont plus de valeur, dans tous les sens du terme, ce sont les données de vos entreprises. Donc, en partant du principe que les hyperscalers ne regardent pas vos données d'entreprise, je mets ça à part, aujourd'hui, les données qui ont le plus de capacité de monétisation, etc., ce sont celles-ci. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on aborde cette question-là ? Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu de ce que je peux voir dans les différents salons, conférences que je fais, parce que dans le cadre du think tank, on publie sur l'IA. Donc, petite parenthèse, on a publié pour le gouvernement un rapport sur l'IA de confiance. Et on publie dans un mois un rapport sur l'IA générative avec le MEDEF, dédié aux entreprises. Ce que je peux voir à Vivatech, ailleurs, etc., c'est qu'on est dans l'ère du Powered by OpenAI. Et ça me rappelle furieusement, il y a 25 ans, le Powered by Google. C'est-à-dire que les PME, etc., sont toutes contentes de dire « Ah, on va prendre une solution clé en main et on va développer notre chat, on va développer notre solution basée sur ces briques d'entreprises étrangères. » C'est la pire des décisions qu'on puisse prendre. Parce que ça veut dire qu'on va se créer une dépendance par rapport à ces acteurs. Dixit, GAFAM, il y a 25 ans. Ça veut dire que dans le triptyque, vous êtes déjà pris entre le cloud et l'IA et vous allez rajouter une dépendance à la data.
C'est vraiment le Powered by Others, c'est vraiment ce qu'on peut faire de pire. Ensuite, il y a la tentative, la deuxième axe, c'est de se dire on va développer notre propre LLM. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui disent on va développer notre propre LLM, etc. Bon, ça, c'est pas idiot, mais c'est malheureusement pas une bonne solution. Pour une raison simple, c'est que si les LLM sont aussi puissants, il a fallu tant de milliards pour les développer, il y a quand même des raisons. C'est que si vous venez entraîner, ce qu'on appelle du fine-tuning, si vous venez entraîner ces LLM avec vos données d'entreprise, eh bien en fait c'est contre-productif. C'est-à-dire que le LLM a beaucoup plus d'hallucinations parce que comme les données que vous apportez sont minimes par rapport à la masse de données qu'il a entraînées, eh bien du coup la contextualisation des données que vous apportez sont trop faibles et donc du coup il y a des hallucinations et c'est contre-productif. Donc il y a une troisième voie, comme toujours, c'est celle qu'on défend au think tank, c'est que on peut avoir cette approche, mais de manière coopérative. C'est-à-dire qu'on peut développer ces LLM, mais des LLM de filière. L'idée, c'est que les filières mutualisent leurs données pour entraîner des LLM à travers du RAG, je ne veux pas rentrer dans les détails pour ceux qui connaissent, et qui vont donc donner des données d'entreprise, mais live, sans essayer de dénaturer le LLM de base. Et ça, la filière peut développer du coup son IA générative de filière et ne pas être dépendant de ces acteurs américains. Voilà, c'est ça en tout cas que l'on propose et que l'on va détailler dans le rapport qu'on va publier pour les entreprises. Alors quand le rapport exactement ? Mi-octobre. Mi-octobre. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'à l'échelle d'une PME qui ne sont pas toujours toutes numérisées et qui n'ont pas forcément la masse de données nécessaire, la mutualisation va leur permettre d'accélérer. Et je vois pas mal de PME nous, qui reviennent sur OpenAI et tout, qui essayent de trouver des solutions alternatives pour accélérer. Ça coûte cher en plus. Ça coûte cher, oui. Au début, c'est pas beaucoup, puis après, à force, les tokens, ça commence à grimper. Merci beaucoup Arnaud. Je vais laisser la parole à Gaëtan. Gaëtan, en 1999, vous avez créé votre première entreprise, une société de mutualisation des moyens informatiques entre PME. Fondateur et dirigeant de Cantis depuis 2001, vous êtes également investisseur engagé dans plusieurs startups. Vous êtes aujourd'hui vice-président de la CPME du Rhône, membre comité exécutif et président de la commission numérique de la CPME nationale et candidat à la présidence. J'ai vu ça il y a 2 jours. Depuis hier. Hier, c'est ça, hier. Gaëtan, avec la CPME et votre expérience des transformations technologiques, vous accompagnez les entrepreneurs qui doivent évoluer en permanence. Depuis la découverte de l'IAG, les dirigeants d'entreprise se posent beaucoup de questions sur son intégration dans leurs pratiques et le retour sur investissement que cela peut générer. Avez-vous identifié à la CPME des questionnements spécifiques de l'écosystème PME sur l'IA et l'IAG ? J'imagine que oui. Et est-ce qu'il y a des actions que vous êtes en train de mettre en place ? Oui, merci. Alors, effectivement, je crois que le premier point pour un patron de PME, c'est que, comme tout le monde, on a bien lu que les données, c'était une mine d'or. Mais souvent, dans les PME, on n'a encore pas compris ou pas su ou pas les moyens d'utiliser cette mine d'or et de capter cette mine d'or. Je connais encore trop de PME qui se disent « Ah, c'est génial, j'ai plein de données », mais qui n'en font rien du tout. Soit parce qu'ils sont pris par plein d'autres sujets, parce que les transformations dans nos entreprises aujourd'hui, on en a quand même un paquet à gérer, RSE, développement durable par exemple, et beaucoup d'autres. Soit parce que, et c'est un autre point, c'est que comme souvent dans les outils digitaux, le ROI de ce genre d'investissement est extrêmement compliqué à calculer. Et on est bien convaincu, comme vous le disiez, Monsieur Aguillon, que bien entendu, ça va augmenter notre productivité et ça va nous permettre d'être plus performants. Mais quand on pilote une PME, on a des moyens qui sont limités. Donc quand on investit, il ne faut pas trop se tromper. On se trompe tout le temps, mais il ne faut pas trop se tromper parce que ça peut aussi nous mettre en défaut. Et donc souvent, quand on va investir dans un outil digital, et en l'occurrence dans l'IA, c'est plus par œuvre de foi, en se disant « je pense qu'il faut le faire ». Je pense que c'est une bonne idée, mais quel est notre moyen de calculer ce ROI et surtout à quel moment on va pouvoir le mettre en œuvre, c'est une question souvent un petit peu qui reste dans l'atmosphère. Donc, je pense qu'effectivement, le sujet de la donnée et de comment, et je pense que votre idée de mutualiser, au-delà des LLM, mais déjà des outils par filière de mutualisation de données, je pense que moi qui suis un fervent défenseur du travail collaboratif, collectif, je ne peux que souscrire à ce genre de solution.
Il y a un autre point, vous l'avez légèrement abordé, Monsieur Haguillon, mais je vais revenir dessus, c'est le sujet des normes. On a la désagréable idée en Europe et en France de mettre des normes en permanence. Et là, je m'arrête une seconde sur la RGPD. Et je voudrais juste vous raconter une petite histoire pour illustrer mon propos. J'ai la chance, vous l'avez dit, d'être associé dans un certain nombre de startups et de boulangeries d'ailleurs. Les croissances, c'est la vie en fait. C'est ça. Mais dans une de ces startups qui s'appelle Skiff, Skiff c'est le Waze du ski, a été créé par une Lyonnaise à Lyon. Avant même de lancer l'application qui consiste à aider des skieurs à trouver leur itinéraire dans une station de ski, etc., il a fallu se mettre en conformité avec la RGPD. Donc, c'est tellement complexe qu'il faut faire bosser des avocats, donc ça coûte extrêmement cher, etc., etc. Donc une start-up qui n'a même pas encore commencé à travailler, qui n'a même pas encore commencé à avoir des clients, elle est obligée d'investir. Je crois qu'à la fin, ça a dû coûter 10-15 000 euros dans la mise en conformité avec les RGPD. Moi, je trouve ça ridicule, je trouve ça nul, parce que ça nous empêche. Ça nous empêche d'innover, ça nous empêche de tester des trucs. Et j'aime bien votre idée de posteriori, de dire finalement, quand on lance un nouveau produit, quand on lance un nouveau service, faisons confiance a priori, et puis après on ira vérifier une fois que ça aura décollé, parce que ça permet de libérer les énergies. Donc sur ces sujets-là, il faut absolument qu'on nous foute un peu la paix, qu'on nous laisse innover, qu'on nous laisse entreprendre, parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir laisser des initiatives émerger, des initiatives françaises et européennes, et puis qu'on va pouvoir laisser les PME tenter des trucs. Ça marchera de temps en temps, ça ne marchera pas de temps en temps, mais au moins on pourra avancer. Merci Gaëtan. Alors moi je suis plutôt... J'aime bien les hacks, j'avoue. Mais voilà, je pense qu'effectivement il faut trouver le bon juste milieu entre l'innovation et la réglementation, mais on a quand même des secteurs sur lesquels, bien réglementés, on arrive quand même à innover. C'est un moyen aussi de sortir de sa zone de confort. On a parlé donc de mutualisation, d'innovation. Je vais donner la parole à Mathieu. Vous avez débuté votre carrière en tant qu'ingénieur commercial chez Silicon Graphics, puis poursuivi votre parcours chez Dell pour devenir directeur des alliances du software en 2017. Vous avez fondé plusieurs startups entre 2008 et 2017 avant de rejoindre la BPI pour en devenir le 1er mai 2017, le directeur de la transformation digitale et du digital de BPI France. Aujourd'hui, vous êtes directeur exécutif de l'accompagnement et membre du COMEX de BPI France encore. Mathieu, quand on parle d'IA dans les PME, il y a un sujet de dérisquer l'intégration de ce type de technologie, et donc il y a un sujet de financement, qui est mieux que la BPI pour parler de financement, et financement pour minimiser les risques de ce premier projet d'IA qui va être lancé par les TPE-PME, et vous portez actuellement un programme qui s'appelle IA Booster, et d'autres initiatives autour de l'IA depuis de nombreuses années. Pouvez-vous nous en dire plus et comment aiguiller les PME à se lancer dans l'IA avec les bons moyens financiers ? Oui, bonjour à toutes et à tous. On va essayer d'être complémentaires des précédents intervenants. Effectivement, alors côté BPI France, on est obsédé par l'idée de mettre en place un plan qui va être exécutable par les entrepreneurs. Et donc, ça a de l'impact sur le terrain. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec le programme IA Booster, parce que, évidemment, BPI France, on finance l'innovation française. On est très sponsor de toutes les entreprises, notamment, et tout l'écosystème autour de l'IA. Vous savez, on a financé Mistral. On y croit qu'on va pouvoir, justement, sur cette nouvelle révolution, avoir des beaux acteurs français et ne pas se faire complètement distancer, comme ça a été le cas sur le Web 2. Et donc, on est à la manœuvre. Alors, très concrètement, le programme IA Booster, c'est pour les patrons de PME, donc est adapté à cette cible, parce qu'on a pu constater que, sous la pression de leurs enfants ou de leurs employés, ils se disent il faut que je touche à l'IA. Mais une fois qu'ils se sont dit ça, ils se sont dit ils ont peu d'expertise dans leur entreprise, ils sont limités dans leurs ressources financières, comme on l'a évoqué, et donc voilà, on a conçu ce programme comme ça. Alors, il y a 4 étapes. Il y a une première étape qu'on va appeler l'acculturation. Alors, BPI France a mis en place ce qu'on appelle BPI France Université,
Et c'est des contenus de formation de très grande qualité qui sont gratuits et qui sont mis à disposition de tous les entrepreneurs de France. Et donc ça permet un petit peu de se déniaiser sur le sujet avec des modules très généralistes jusqu'à des modules beaucoup plus experts autour du sujet. Tout ça est absolument gratuit et c'est la première phase, la conscientisation, l'acculturation. La deuxième phase, donc, c'est le déploiement d'un diag qu'on va faire dans l'entreprise pour évaluer avec l'entrepreneur les potentiels cas d'usage de l'IA dans son entreprise. Parce qu'au départ, pareil, par où je commence, qu'est-ce que je dois prioriser, qu'est-ce qui a le maximum de ROI pour moi, tout ça c'est un travail d'accompagnement. Et donc on a construit une offre de conseil autour de ça, avec à peu près 95 bureaux d'études experts, sociétés expertes. Et ce diag, il est subventionné par l'État. Aujourd'hui, c'est un diag qui coûte à peu près 12 000 €. Et avec la subvention, il va revenir à 6 000 € pour l'entreprise pour identifier ses priorités de déploiement autour de l'intelligence artificielle dans son entreprise. Donc ça, c'est la phase 2. Une fois qu'on a fait ça, la troisième phase importante, c'est de dire, bon, mais à partir de là, je vais me poser la question de quelles solutions technologiques je vais pouvoir déployer. Et là, on veut être absolument agnostique, justement, des solutions des leaders du marché pour éviter de tomber dans le panneau d'une solution plutôt qu'une autre. Et on va accompagner l'entreprise dans le choix de la meilleure solution pour déployer son IA. Donc ça, c'est la troisième phase. Et la quatrième phase, donc ça, c'est pareil, c'est un accompagnement, c'est du conseil autour de la sélection. Et ça, de la même façon, on va subventionner à hauteur de 50%, donc c'est un coût de 12 000 € et 6 000 € pris en charge par l'entreprise, et 6 000 € par BPI. Et vous avez une quatrième phase qui est la mise en œuvre de ce cas d'usage, vraiment dans l'entreprise, parce que nous avons à cœur que tout ce parcours conduise réellement à un déploiement du service et de l'impact de l'IA dans l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça peut aller, ces montants plutôt aux alentours de 50 000 €, dont potentiellement 40% de subvention. Voilà. Donc c'est un plan en 4 phases exécutable. Aujourd'hui, pour vous partager quelques chiffres, c'est un plan qui a beaucoup de succès. Il faut savoir que sur l'université en ligne, en 2024, 20% des contenus consultés, on a à peu près 60 000 entrepreneurs et équipes dans les entreprises qui consultent université en ligne, et 20% des contenus, c'est sur l'IA et la data. Donc, ce n'était pas du tout le cas il y a encore 18 mois. Donc, on voit là une tendance très, très forte. Sur la deuxième phase, on a déjà aujourd'hui 500 diagnostics qui ont été commandés par des entreprises, par des PME. On parle bien de PME, ce n'est pas des startups, c'est des PME. Et en particulier des industriels, puisqu'aujourd'hui, il y a 30% de PME industrielles qui ont souscrit ces diags. Voilà. Ensuite, sur la troisième phase, nous en sommes aujourd'hui à une centaine d'entreprises qui sont en train de sélectionner leurs solutions technologiques pour déployer. Et on va arriver bientôt dans la fin de l'entonnoir, mais comme ce programme est récent, il a moins d'1 an, voilà, on n'est pas encore arrivé à cette quatrième phase. Est-ce que les PME peuvent encore candidater là, au diagnostic data IA ? Ah oui, oui, absolument. Absolument. Et on espère bien qu'on aura les dotations nécessaires côté de l'État pour continuer, parce que ça, c'est un programme qui doit durer 2-3 ans. Parce qu'il est fondamental justement pour éviter que l'IA, ce soit les grandes entreprises, parce que naturellement, elles peuvent se le payer, et puis les startups, parce que c'est l'ADN digital par nature, donc elles vont déployer plus naturellement.
C'est une bonne nouvelle, donc. Alors c'est clair qu'il y a quand même au niveau des PME encore un problème d'appropriation de l'IA, et ce type de dispositif et de formation peut aider à la prise de conscience pour les dirigeants d'entreprise de l'intérêt d'intégrer de l'IA. Ça a surtout commencé à bouger, vous l'avez dit, vers à peu près 18 mois. Nous, on a vu dans l'association vers fin d'année dernière des dirigeants de TPE, PME qui commençaient concrètement à s'intéresser à l'IA en passant par l'IA générative. Il y a l'étude de BPI France, le Lab, qui en mars 2024 disait quand même que 72% des dirigeants de TPE, PME ne trouvaient pas l'usage de l'IA générative et du coup ne se lançaient pas vraiment. Donc il y a vraiment des problèmes encore de sensibilisation et de compréhension de ce qu'on peut faire de ces technologies-là. Lundi est sorti le baromètre numérique de France Num, qui évoque 13%, donc on est à peu près dans le même ordre de grandeur, de TPE, PME qui ont recours à des solutions d'intelligence artificielle. Ils ont vu le côté positif de la chose. Ils ont pris les 13%, dont 10% utilisent de l'IA générative. Donc c'est clairement un déclencheur pour ce type d'entreprise. Et vous avez parlé des grands groupes. Les grands groupes, eux, ça fait belle lurette qu'ils intègrent de l'intelligence artificielle, des fois même sans le savoir. Il y a quand même des problèmes de gouvernance IA encore à mettre en place. Ça a passé par la donnée, on en a parlé, les grands plans Big Data 2012, ça a créé de la valeur ajoutée sur les données. En 2017, on a commencé à avoir de réelles expérimentations. Les PME sont encore à la traîne, à part des problèmes de données, des problèmes de numérisation. De votre point de vue, quand même, aujourd'hui, si on devait convaincre les PME d'y aller, pourquoi elles devraient aller? Alors Philippe en a un petit peu parlé, il y a des vraies transformations et du ROI. Est-ce que vous avez d'autres éléments à donner aux PME en disant voilà, c'est un enjeu pour elles d'y aller, pourquoi et comment? En un mot, l'IA, c'est comme la politique. Si vous ne vous occupez pas d'elle, c'est elle qui s'occupera de vous. Donc il faut vraiment, je reprends le parallèle avec l'arrivée du Web 2 il y a 25 ans, c'est penser que ça ne vous concerne pas est une erreur. Après, je suis tout à fait conscient, je suis plus habitué à parler des grands groupes, honnêtement. Je sais que pour une PME, c'est plus compliqué, avec le budget restreint, etc., de prendre des décisions structurantes. C'est pour ça que la notion de coopération est vraiment importante. Et pour plusieurs raisons, c'est pour ça qu'on va publier avec le MEDEF, c'est qu'on va faire la tournée des fédérations, c'est qu'on va essayer de sensibiliser les fédérations pour que émergent des consortiums au niveau des filières. Et c'est aussi le sens de la régulation européenne. J'aimerais faire un point 2 secondes sur la régulation et sur le cadre européen. Parce qu'on aime bien taper sur l'Europe, mais honnêtement, sur ces questions-là, heureusement qu'ils sont là. Il y a une data stratégie européenne qui, à mon avis, est le point le plus important dont on ne parle jamais. Même quand on parle de régulation, on parle DSA, DMA, tu l'as fait Philippe. On ne parle jamais de DGA, DA, Data Governance Act, Data Act, qui est pour moi la régulation la plus importante pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise. Parce que c'est une régulation qui n'est pas défensive. Le DMA fait rien d'autre que de trouver une régulation pour essayer de réguler un peu les abus de position dominante, les questions monopolistiques, ce qui n'est pas rien, parce que depuis 2002, on n'avait rien fait. Le DGA, le DA, c'est autre chose, c'est les conditions de création d'un marché. Parce que la régulation, c'est là aussi pour, excusez de le dire de manière aussi cash, quand vous êtes à ce point à l'ouest comme l'est l'Europe sur le digital, parce qu'il faut quand même... On est le tiers-monde du digital quand même, il faut se dire. Regardez les chiffres, l'Europe est à moins de 2% au niveau mondial. Donc, c'est quand même, donc, quand on en est à ce point-là, ça veut dire qu'il faut trouver une façon de se défendre. C'est-à-dire que les Américains, les Chinois ont inventé ce qu'on appelle le protectionnisme. Nous, c'est pas culturel. Culturellement, l'Europe, on ne peut pas. Ok, très bien. Donc, il faut trouver une forme de protectionnisme, c'est la régulation. Et la régulation, ce n'est pas empêcher les autres de faire, mais c'est s'assurer on puisse faire émerger un marché, comme a très bien fait les Chinois. Ils attendent que leurs acteurs domestiques aient une taille escomptée pour aller au niveau mondial. Et comme ils ont un marché d'1 milliard de personnes, quand ils sont leaders en Chine, ils sont forcément de facto, ils peuvent profiter de ce qu'on appelle l'effet de réseau, la loi de Metcalfe. Et donc, pour avoir des acteurs comme TikTok et les Américains comme YouTube, etc., c'est parce qu'ils ont un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs qui fait qu'ils peuvent profiter des effets de réseau, ce qui est vraiment la valeur d'Internet, au niveau mondial. Nous, on n'a pas de marché unique de la donnée, ce qui fait que quand vous êtes une entreprise et que vous avez un marché français, vous dites, bon, je parle à l'international, je parle devant BPI France, qui connaît le sujet mieux que moi, vous avez 27 marchés, 27 fois l'effort à faire.
Et vous dites, qu'est-ce que je fais? Je suis français, je vais ouvrir le marché allemand ou portugais, ou je vais ouvrir le marché américain? C'est-à-dire qu'un pays, N+1, je fais le monde, alors que l'autre, si je fais Allemagne, il va falloir après que je fasse l'Autriche, il faudrait que je fasse les Pays-Bas. Bon, bah, le choix, il est... comme dit l'autre, la réponse, elle est vite répondue. Donc, qu'est-ce qui est la clé? C'est qu'on a un marché commun de la donnée. Et ça, c'est la data stratégie européenne. Et qu'est-ce que je pousse à faire cette data stratégie européenne? Elle pousse à ce que les filières mutualisent leurs données. Ça s'appelle des data space. Renseignez-vous, vous les chefs d'entreprise, entrepreneurs sont dans la salle. Les data space, c'est ce qui va vous permettre, justement, par filière, par use case, pas forcément toujours dans votre filière, parce qu'il peut y avoir des use cases qui sont transverses à votre métier. C'est doté par BPI France. De toute façon, tout est doté par BPI France en France, hein, donc c'est pas compliqué. Il y a des appels d'offres en ce moment qui s'appellent mutualisation pour les filières, qui a dû changer parce que vous changez tous les 6 mois de nom cet appel d'offres, mais peu importe. Et qui finance ces data space, qui finance donc ces mutualisations de données. Je pense que c'est ça vraiment la clé. Et même quand vous êtes une petite entreprise, vous devez comprendre c'est qui la locomotive dans votre filière, comment je travaille avec eux, c'est quoi les assets que j'amène. Et dans cette logique de mettre en pot commun les données privées, les données d'entreprise, et ben du coup, comment je pèse dans la gouvernance? Parce qu'un data space, c'est 2 choses. C'est une gouvernance filière, métier, et une infrastructure de partage des données. Quand vous êtes une PME, soyons clairs, vous n'allez pas participer à l'infrastructure, qui sont des coûts très importants, mais vous allez participer à la gouvernance parce que vous avez l'expertise métier. Merci Arnaud. Gaëtan? Oui, on est bien convaincu à la CPME que l'IA générative est un moyen pour nos PME d'être plus productives. Et c'est clairement un gros sujet. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport Draghi qui est sorti il y a une dizaine de jours, je crois maintenant, qui insiste notamment sur l'urgence pour l'Europe de travailler sur la productivité des entreprises, le travail et la productivité des entreprises. Et donc, on est bien persuadé effectivement que l'IA générative est un moyen d'augmenter notre productivité avec les bémols dont je parlais tout à l'heure. Donc du coup, les moyens qu'on met en œuvre à la CPME là-dessus, c'est bien entendu déjà de faire de la pédagogie, parce que finalement, il faut expliquer, enlever les peurs au fur et à mesure. Donc on a un certain nombre de webinaires et de formations qui sont portés par toutes nos CPME territoriales et nos branches. On est aussi beaucoup, bien sûr, sur de la formation très concrète sur un certain nombre d'outils. On va bientôt sortir, vous le verrez arriver, un guide qu'on a co-construit avec la CNIL sur justement des témoignages de chefs d'entreprise. Ça permet de se donner des idées et puis de petit à petit mettre en œuvre. Et puis, puisqu'on est à Lyon, le 21 novembre, je vous invite, que vous soyez adhérent de la CPME ou pas, à un événement qui s'appelle Métamorphose, qui dure toute la journée. Ce sera sa 2e édition à Lyon. Un des 4 sujets de Métamorphose, ce sera l'IA. Qu'est-ce qu'on fait pendant une journée à Métamorphose? D'abord, on ne vient pas tout seul, on vient avec des collaborateurs, des membres de son comité de direction, par exemple. Et pendant une journée, on va faire métamorphose, c'est-à-dire que méta, c'est un moment où on va pouvoir prendre du recul par rapport aux grands enjeux, donc, dont l'IA, mais il y a aussi la RSE et d'autres. Donc prendre du recul. La partie morph, ça va être la partie échange entre pairs, entre dirigeants d'entreprise. Tiens, toi, comment tu fais? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce que là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, etc., etc. Donc, vraiment être dans l'action pour du changement. Et puis, le OSE, c'est que l'ambition de Métamorphose, c'est qu'à la fin de la journée, chaque entreprise, chaque entrepreneur qui est venu avec son équipe repart avec un plan d'action extrêmement concret qui lui permet de mettre en œuvre le plan d'action qu'il aura construit pendant la journée. Et c'est à son choix, c'est lui qui le met en œuvre, mais avec tout l'accompagnement qui aura été fait pendant cette journée-là. La somme est extrêmement modique. Et en plus, ça c'est une nouveauté cette année par rapport à l'année dernière, pendant 1 an, vous allez être accompagné en groupe entre entreprises qui partagent les mêmes enjeux pour que véritablement ces plans d'action se mettent en œuvre dans vos entreprises. Voilà. On croit vraiment à la CPME que, en fait, les femmes et les hommes qui travaillent dans nos entreprises, c'est surtout pas des robots. Donc, plus on peut leur enlever les tâches, d'ailleurs ce terme de tâche, il est intéressant si on parle de tâche, si on parle de mission. Une tâche, finalement, c'est toujours un peu la même chose. Et faire toujours un peu la même chose, ça n'a pas tellement de sens.
Et donc finalement, ça donne pas du sens au travail. En revanche, avoir une mission, là, ça prend tout son sens et ça permet de donner tout son sens au travail. Et donc, moi, je suis persuadé que l'IA est un bon moyen de traiter les tâches les moins intéressantes, à moins de valeur ajoutée, de manière automatique, et du coup de concentrer les femmes et les hommes sur des tâches à valeur ajoutée. Et donc du coup, c'est ça dont on a besoin dans nos entreprises, dans nos PME. On n'a pas besoin de robots, on a besoin de femmes et d'hommes qui croient au sens de ce qu'ils font et à l'engagement de leur mission pour l'entreprise. Merci Gaëtan. L'IA a quand même des tâches bien ingrates. Tant pis pour elle. Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose sur les enjeux pour les PME en France et en Europe ? Moi, je voudrais surtout parler de cas d'usage après. Je crois que on parlera de cas d'usage après, très bien, on reviendra dessus. Philippe, vous vouliez réagir sur l'Europe ? Oui, je voulais Micro. parler du rapport Draghi, je crois que c'est un rapport très important. En fait, on a constaté, si vous voulez, après la guerre, il y a eu un rattrapage de l'Europe par rapport aux États-Unis. On a rattrapé, bon, la guerre, il y avait les destructions, et on a rattrapé. Alors, on a rattrapé, parce qu'évidemment, quand tu pars de très bas, la croissance est beaucoup plus forte, évidemment. On a rattrapé en faisant de l'accumulation de capital, on a reconstitué nos stocks de capital en Europe, et puis on avait des systèmes éducatifs qui étaient meilleurs que maintenant, et on a pu absorber les technologies venant des États-Unis, d'accord ? Donc, on a rattrapé jusque vers les années 80-90. Et à partir de 90, on a commencé à décrocher. Parce qu'en fait, on avait une croissance basée sur l'imitation. Et à un moment donné, quand tu rattrapes, à un moment donné, pour pouvoir faire croître davantage, il faut une croissance basée sur l'innovation à la frontière. Or, nous n'avions pas les institutions favorisant l'innovation à la frontière. Voilà. Et c'est justement au moment où est arrivée la révolution d'éthique. Et là, les États-Unis, évidemment, ils étaient pionniers. Et nous, on n'a pas pris le train en marche. Et donc, les États-Unis sont mis à croître à nouveau plus vite que nous. Et maintenant, le taux de croissance américain est au moins 2 fois plus grand que le taux de croissance européen. Donc, il y a un vrai problème. Il y a un décrochage en matière de croissance de la productivité. Il y a un décrochage en matière d'innovation de rupture. Et donc, on a un gros problème. D'accord ? Donc, la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, l'innovation de rupture, c'est un écosystème. Pourquoi les Américains, ils innovent beaucoup plus ? D'abord, ils ont un financement de la recherche fondamentale qui est beaucoup plus grand. On voit même dans l'IA. Nous, toute une partie du rapport, c'est sur financer les chercheurs en IA. Ils vont la plupart dans le privé parce qu'ils sont mal payés dans le public. Donc il faudrait permettre à des chercheurs en IA peut-être d'être à moitié public, moitié privé, ou de leur donner des moyens avec l'IUF, l'Institut universitaire de France, donner des moyens à des chercheurs prometteurs en IA. Donc nous, on est pour une exception IA dans la recherche. Donc déjà, les Américains, tout ce qui est recherche fondamentale, ils ont les universités très bien financées, ils ont la National Science Foundation, etc. Ils ont des donneurs privés. Le mécénat, c'est très dur en France. Aux États-Unis, tu as beaucoup de mécènes qui financent de la recherche fondamentale. Donc tout ce qui est recherche fondamentale, ils sont bien meilleurs que nous. À la fois en termes de gouvernance et en termes de moyens. Deuxièmement, il y a l'écosystème d'innovation. Quand tu finances, ils ont d'abord le venture capital est beaucoup plus développé chez nous. Pour accompagner les startups, on parle des PME, mais le capital risque, c'est vachement important. C'est le capital risqueur. Il t'aide, il te protège. Parce que tout le truc, pourquoi il y a de l'innovation aux États-Unis ? Parce qu'on ne punit pas early failure. Si tu rates à court terme parce que tu prends des risques, on ne te punit pas. On te protège pour que tu prennes des risques. On encourage la prise de risque. Et le venture capitaliste, il encourage la prise de risque. Donc tu as d'abord tout un réseau pour financer l'innovation de rupture dans les PME, dans les petites entreprises, les startups aux États-Unis. Et dès que tu deviens une plus grosse entreprise, c'est les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les fonds mutuels. Nous, on est beaucoup moins développés sur les investisseurs institutionnels. Et ils ont les DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, ou la BARDA, les ARPA. C'est-à-dire, c'est des manières de faire de la politique industrielle. Au lieu de dire, je prends une boîte, eh bien, je dis, voilà un domaine important. Je vais avoir des chefs d'équipe, et les chefs d'équipe, eh bien, ils vont susciter des projets concurrents. Ça s'est fait d'abord dans la défense et l'espace dans les années 50, puis dans l'énergie, et maintenant, ça se fait dans le domaine BARDA. On est tous là parce qu'on a été vaccinés à l'ARN messager, et ça, c'est grâce à la BARDA, la Biomedical Advanced Research Development Authority. À nouveau, l'argent venait d'en haut, mais il y avait des chefs d'équipe, plein de labs ont émergé. C'est une manière moderne de faire de la politique industrielle. Et le rapport Draghi propose, dans toutes ces dimensions, de développer. Il faut développer la recherche, investir massivement dans la recherche. Il faut
créer un écosystème financier, un marché de capitaux intégrés et un système financier d'innovation. Et il faut l'équivalent, il faut des DARPA européennes dans le domaine de l'IA, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la défense. Nous ne les avons pas. Donc sur tous ces maillons de la chaîne, nous sommes malheureusement très en retard. Et le problème en Europe un peu, c'est qu'on agit que quand on est dans l'urgence. Le Covid, on s'est dit, ah là, il faut faire un emprunt. Ou la guerre en Ukraine. Mais là, le décrochage par rapport aux États-Unis, il n'y a pas encore la prise de conscience et je n'ai pas senti que la présidente de la Commission avait vraiment réagi pour le moment au rapport Draghi. Or, Draghi, il vous dit, parce que les Chinois, ils innovent maintenant. Les Chinois, ils font plus de limitation, il faut de l'innovation à la frontière. Les Américains innovent, les Chinois innovent. Si nous, on arrête, l'Europe disparaît et c'est la Chine et les États-Unis qui dominent. Et c'est vraiment ça que Draghi, c'est ce cri d'alarme que lance Draghi avec ce rapport. Voilà. Philippe, je me permets de rebondir parce que non, la BPI est une exception. La BPI est formidable. Alors la BPI est très bien. Il y a l'Europe et la BPI. Bien sûr. Mais il y a l'Europe et la France. Et il faut savoir que le rapport Draghi, il y a beaucoup d'inspiration de ce qu'on a fait en France, hein, de ce que l'État français a fait avec la BPI, hein, puisque, alors, je vais vous donner une anecdote. Moi, je suis un ancien entrepreneur. J'ai monté mes entreprises en 2012, 2014, etc. La French Tech, elle devait toute mouillée 500 millions d'euros de capitaux par an. Bon, quelques années plus tard, 15 ans plus tard, elle lève 12 milliards. Donc en fait, on a eu un effet de levier extraordinaire sur le capital risque français. Et BPI a beaucoup œuvré, hein, avec de l'argent de l'État, évidemment, mais pour développer le capital risque français. Ensuite, il y a France 2030. France 2030, c'est une vraie politique industrielle avec des filières, des gros axes. Mais c'est encore les filières et c'est très rigide encore. C'est encore la vieille... Je ne suis pas contre France 2030. Mais tu vois, on ne peut pas simplement dire nous on est bon et ça c'est bon et tout est parfait. On est encore loin de compte. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Les trucs capitaux, non, c'est très bien tout ça. Mais la BPI, j'aime beaucoup. France 2030, on va voir encore parce que ça prend beaucoup de temps. Il y a encore beaucoup de rigidité parce que nous, on est très bons à inventer les usines à gaz en France pour que les choses aillent lentement. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on passe à une vitesse supérieure. Et le troisième point, Philippe, c'est la deep tech. C'est-à-dire que c'était effectivement le sujet des laboratoires de recherche et des chercheurs français qui étaient très loin de l'entreprise et donc d'aller porter ces innovations de rupture pour en faire des produits et des services, là où les Américains étaient très forts. Bon, la deep tech s'est structurée en France, on a rapproché les universités des entrepreneurs, et donc aujourd'hui, il y a à peu près 400 startups deep tech en France, c'est énorme, ça n'existait pas, et avec des gens formidables qui sont en train d'inventer les technologies de demain. Donc ça, je voudrais dire aussi que c'est un axe extrêmement important que porte BPI France et qui devrait porter ses fruits. Tout ça, c'est long. Hein. Moi, j'étais formé dans la Silicon Valley. Ça met beaucoup de temps, les écosystèmes, à se développer, à être très puissants. Et donc, on a du retard par rapport aux Américains, mais par contre, la dynamique de l'écosystème français, il est très, très fort. Il faut qu'il y ait la même chose en Europe. Le sujet de l'Europe, c'est effectivement comment on démultiplie encore tout ça. Pardon pour ce hacking, mais... Non. Il y a quand même beaucoup d'entreprises chez nous qui partent encore. Tu sais, moi, on est très bien, mais moi, j'ai vécu à Boston pendant 20 ans. J'étais à Harvard, prof à Harvard, et j'ai vu défiler des consuls de France. Et chaque fois, leur principal travail, c'était d'accueillir des startups françaises qui n'arrivaient pas à se développer en France, qui devaient partir aux États-Unis. Donc vous êtes formidables, vous êtes très très bien, mais il faudrait que tout le monde soit comme vous, on n'y est pas encore. Voilà. Et on est encore très très loin de compte quand même. Et je vais donner une très très bonne nouvelle. Moderna, tous ces gens, beaucoup de gens, on sait qu'il y a beaucoup de gens de chez nous. Ouais. Pourquoi monsieur pas Arthur Mensch, mais mon copain voilà, de Meta, comment il s'appelle Yann Lequin, pourquoi il passe tellement de temps aux États-Unis? Il devrait être beaucoup plus chez nous. Parce que la bouffe est bonne. Mensch, par exemple, on a encore du travail. Arthur Mensch, vous êtes très bien, mais il y a encore beaucoup. Il a été formé chez Google. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, parce qu'avant, on n'avait qu'un seul mouvement. On avait des ingénieurs qui allaient dans les GAFAM et qui partaient aux États-Unis pour gagner de l'argent, etc. Évidemment. Maintenant, ces ingénieurs, on est dans la nouvelle génération. Ils ont été formés. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a un écosystème français qui est fort, avec un capital risque qui commence à leur laisser la possibilité de construire des belles aventures entrepreneuriales et élever plusieurs dizaines, voire centaines de millions, ils viennent en France, ils quittent les GAFAM pour venir monter. Tu connais ? Et ils reviennent. Et ça, voilà, ils ont été formés chez DeepMind. C'est super intéressant, c'est récent. Il y a
enfin, clairement sur l'IA, il y a une vraie traction, il y a de la deep tech, il y a de plus en plus de startups qui se créent. Et c'est aussi, si on revient sur le sujet des PME, c'est aussi un bon vivier pour les PME pour trouver des partenaires de confiance pour lancer des projets d'IA. Je vois que l'heure tourne et on aimerait laisser un peu de temps de questions à la salle, mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose un peu plus terre à terre et concret. Pour que les PME puissent s'approprier le sujet de l'IA, il faut qu'elles comprennent à quoi ça sert. Le rapport de France Num de lundi explique donc au-delà des 10% qui font de l'IAGN, 5% font des chatbots, 3% seulement l'utilisent pour faire de l'analyse de données et de l'automatisation, et seulement 1% utilisent l'IA pour faire du contrôle qualité et de la détection et de la maintenance prédictive. Pardon. Mathieu, au niveau de IA Booster, probablement, vous avez, ou des projets financés en général, vous avez vu passer des cas d'usage spécifiques sur l'IA ? Alors absolument. Alors nous on va dire qu'il y a 4 grands axes de cas d'usage. Il y a les cas d'usage autour de la vision par ordinateur pour le contrôle qualité et ce que tu cites. Ils sont encore un peu faibles, alors que c'est fondamental les gains de temps autour de ça. Et on voit les grands donneurs d'ordre comme SNCF, etc. Oui, qui le font. Mais c'est un sujet compliqué. Ouais. Mais c'est compliqué, mais c'est déjà live dans les grosses entreprises. Ensuite, on a tout ce qui est modèle prévisionnel, donc maintenance prédictive, très très important dans le milieu industriel. On n'a pas assez de cas encore de ce type, mais c'est absolument fondamental pour l'efficacité opérationnelle de vos PME, super important. De l'autre côté, on a tout ce qui est agent conversationnel et tout ce qui va être lié au service client, à l'amélioration du service client. Ça, on en a pas mal, parce que c'est un peu le plus simple. Ça ne touche pas à l'outil industriel, c'est plutôt côté marketing, c'est plutôt côté commerce. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est déployé. Et puis, vous avez un cas qui arrive, qui est un peu plus massif, qui est tout ce qui va être traitement de documents. Donc, on est dans la notion de réduire ses tâches administratives, compléter des contrats, répondre à des appels d'offres, traiter des tas de documents réglementaires, etc. Et là, on voit des choses qui se déploient. Mais effectivement, ça serait formidable qu'on remonte vers les sujets un peu plus corps industrie, à l'intérieur de l'outil productif et de l'usine. Et ça, on est là pour vous accompagner, effectivement, avec le Diag Booster. Merci Mathieu, vas-y. Oui, je peux comprendre que quand on est une PME, l'IA générative, c'est un peu la solution qui cherche son problème. Mais si on prend un tout petit peu de recul sur le marché, et je vous prends un exemple concret, on va prendre par exemple, tu as commencé à le mentionner, le secteur du tourisme. Prenons le secteur du tourisme, je pense qu'il y a forcément dans la salle des gens qui sont dans ce secteur-là. Arrive le principe d'agentification, quand on parle d'agent conversationnel, on va jusqu'à l'agentification, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la conversation, c'est qu'il va agir en votre nom. C'est ce qu'on appelle le LAM, qui est vraiment ce sur quoi on invite les filières à se positionner. LLM, c'est langage. LAM, c'est Large Action Model. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à faire l'action. Je vous prends un exemple concret. Vous dites à votre IA, prépare-moi un film pour ma femme et un univers. Il y a en domotique qui va vous mettre la lumière. Il va vous commander le film d'horreur, je dis n'importe quoi que vous adorez. Il va vous commander une pizza qui correspond, je ne sais pas si c'est Halloween. Et il va payer la pizza. À votre place, il a votre consentement, etc. Donc ça va jusque-là. Donc ça veut dire que demain, si on prend le secteur du tourisme, ça veut dire que les agents conversationnels du tourisme vont aller jusqu'à faire le booking, pré-booking de vos billets d'avion. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un billet d'avion qui va être annulé, il va automatiquement vous demander, mais le gérer, prendre l'avion suivant, annuler votre nuit d'hôtel, annuler votre réservation et le décaler d'avis voiture, etc. Donc ça va jusque-là. Donc ça veut dire que le principe de désintermédiation qu'on a connu il y a 20 ans va être amplifié. Donc je reviens au point de départ, GenAI égale Web2 au carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est face à une révolution qui va forcément impacter votre filière. Donc il faut vraiment prendre ça très au sérieux et ça repose donc la question comment est-ce qu'on l'aborde. Et là, une fois de plus, je ne vais pas revenir, mais nous, on a par exemple dans l'activité du do tank
Donc le think tank, c'est créer un cadre de confiance par la régulation. Le do tank, c'est créer des écosystèmes de confiance par la coopération. On lance des initiatives de place technologique avec BPI France, la Caisse, etc. On a lancé des consortiums. On a lancé un consortium qui s'appelle Gen for Travel, qui adresse le point que je viens de donner. C'est que des acteurs comme Accor, Compagnie des Alpes, etc., Aéroport de Paris, SNCF, pas faire la liste, mutualisent leurs données pour créer un LAM de filière, pour que demain, il y ait la possibilité par acteur, SNCF d'un côté, Aéroport de l'autre, de Paris, etc., et son assistant qui fasse ce travail, aller jusqu'à l'action, à l'agentification, mais sur une base commune. Voilà, c'est ça notre pari. Arnaud. Gaëtan, oui, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de vous donner un exemple concret de ce que j'ai fait dans mon entreprise. Oui. Pas du tout, ce qu'on a fait n'est pas forcément un modèle du genre, mais c'est juste un retour d'expérience concret. Chez Cantis, on a démarré à travailler sur l'IA il y a à peu près en début d'année, donc il y a à peu près 9 mois. On a commencé par se faire une formation, d'abord au niveau du CODIR, puis l'ensemble des collaborateurs, courte, mais plus une formation de déniaisement, pour reprendre ton terme de tout à l'heure, donc en une demi-journée. Et ensuite, ce qu'on a proposé à tous les collaborateurs, c'est qu'en fait, ils se mettent à tester des outils. Puisque l'avantage de l'IA, comme souvent d'ailleurs dans le digital, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui, au démarrage, en tous les cas, sont gratuits. Et donc ça, c'est sous la responsabilité de chaque manager de pôle. C'est que les équipes peuvent tester des outils. Et puis régulièrement, en réunion d'équipe, ils font des points en disant tiens, j'ai testé tel truc, ça m'a permis de faire ça, c'était plutôt bien. Ou là, au contraire, j'ai perdu beaucoup de temps, ça sert à rien, etc., etc. Et puis on est en train, petit à petit, de piloter ça pour voir s'il y a des choses qui ressortent et sur lesquelles, après, on va pouvoir se fixer en disant voilà, là, on a identifié un vrai sujet et peut-être que pour le coup, là, ça vaut le coup que l'entreprise investisse dessus et puis qu'on le structure, qu'on le sécurise, parce que pour l'instant, bien entendu, puisqu'on fait des tests, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est quand même sous le contrôle des managers, on ne fait pas n'importe quoi. Et pour vous donner un exemple très, très concret de ce qui est remonté, c'était la semaine dernière de la part d'un manager et un de ses collaborateurs. Mon activité, c'est une centrale d'achat pour des PME. Donc on négocie des accords cadres avec des fournisseurs et on met en relation nos adhérents qui sont des PME avec ces fournisseurs. Et donc en fait, on a 200 fournisseurs, 35 000 PME. On a beaucoup de process qui sont très différents. Parce que si vous achetez un véhicule chez une marque ou si vous voulez louer du matériel chez un loueur de matériel, les process pour pouvoir bénéficier de ces accords cadres, ces conditions, etc., sont à chaque fois différents parce que 200 fournisseurs, donc 200 façons de faire différentes. Et donc, aujourd'hui, beaucoup des collaborateurs de Cantis passent du temps à expliquer aux adhérents comment utiliser tel truc, etc., etc. Et là, on a trouvé un outil qui, a priori, va nous permettre, en nourrissant l'outil de nos différents process, de guider de manière automatique notre adhérent vers l'utilisation de tel ou tel type de fournisseur. Donc, gain de temps énorme pour notre équipe, gain de temps énorme pour notre adhérent et vis-à-vis du fournisseur, ça lui assure que le process a été bien respecté. Et pour répondre à une question qu'on n'a pas traitée sur l'emploi, ça ne veut pas dire que du coup, je vais pouvoir virer la moitié des personnes qui travaillent dans ma boîte. Au contraire, ça va me permettre de leur proposer de faire des choses encore plus intéressantes et à valeur ajoutée. Donc finalement, dans cette histoire-là, je ne sais pas encore le bout de l'histoire, mais j'espère qu'on sera bien tous gagnants. Ou partir plus en vacances. Merci à tous les quatre. On va juste avoir le temps de prendre 2 questions. S'il y a des questions dans la salle. Oui, monsieur, comment on fait ? Bonjour, Jean-Philippe Bétouin, Twinners. On a récemment entendu le PDG de Capgemini qui disait qu'il avait vu passer 1600 projets IA depuis 2 ans en interne et que seulement 10% d'entre eux atteignaient les seuils de ROI ou de productivité qui s'étaient fixés. On entend les analyses dire qu'on est face à une bulle phénoménale dans l'IA et on a vu le dernier IA Index de Stanford qui disait que les LLM tout tourné à 65% d'accuracy et ce n'est pas plus de data et de compute qui va améliorer ça. On a tous en mémoire, bien sûr, la hype curve de Gartner et son creux de la désillusion. Est-ce qu'on n'est pas en train de survendre une technologie totalement immature à nos PME? Juste pour être provoque un peu. Sinon, on adore votre énergie, les gars. Alors, vous avez tout à fait raison. Tout ce que vous dites est juste. Sauf que c'est inéluctable et qu'en fait, effectivement, là, ça a été survendu.
il y a une course à la puissance de calcul des moteurs LLM. On se rend compte, et à la fin, ce qui compte, c'est quand même que tout ça doit avoir un ROI qui effectivement permette d'améliorer son modèle économique. Et pour la PME, c'est fondamental, hein, mais comme pour la grande entreprise aussi. Donc, on est un peu dans ce moment-là, et il y a eu beaucoup d'incantations, beaucoup de gourous. Par contre, la tendance de fond, elle est inéluctable, et ça, on est dans la 3e révolution digitale, web, mobile, et là, c'est avec l'IA. Et donc, voilà. Donc, il faut, par contre, justement, c'est pour ça qu'on a proposé une approche qui est hyper pragmatique, nous, pour les PME. C'est-à-dire d'essayer d'identifier vraiment le cas d'usage qui fait du sens en termes de ROI. C'est pas, il faut mettre de l'IA partout. Ça ne marche pas. Moi, je peux vous dire, donc j'étais le patron digital de la banque. On avait 100 cas d'usage. Bon, pour l'instant, on est en train d'en déployer 4. Voilà, donc passer la vague, on va en mettre partout, on va tapisser toute la maison. Bon, on rentre après sur les contraintes de, bon, mais ça coûte combien, ça rapporte quoi exactement, est-ce que c'est précis, comme vous le dites, suffisamment, et donc, est-ce que ça ne va pas nous générer un double travail avec un IA et derrière de l'humain de toute façon pour recontrôler ce que fait l'IA. Donc, voilà, il faut y aller. Mais il faut raisonner cas d'usage, cas d'usage, cas d'usage, cas d'usage. Et par cas d'usage, il y a potentiellement, ça peut être un petit modèle. C'est pour ça qu'on est ravis, nous, de financer aussi des petits modèles très spécialisés français, qu'on a cru en Mistral, on croit dans d'autres choses qui vont être annoncées. Voilà. Merci. Une autre question ? Eh bien, merci à tous. Merci encore à tous les 4. C'était super de vous avoir sur cette table ronde. Je les applaudis très fort.